Bonjour à tous. Les participants arrivent, mais il est 13 h, donc je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, bienvenue sur ce second webinaire de l'année, proposé par l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Alors tout de suite, je vous précise que vos micros et vos caméras sont volontairement coupés pour laisser défiler la présentation dans le temps qui lui est imparti, et que vous avez le chat. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes déjà qui s'expriment, de chat pour poser toutes vos questions. Et donc, on prévoit un temps de réponse à vos questions à la fin de la présentation, autant que faire se peut. Voilà. S'il y a beaucoup de questions, on y répondra aussi ultérieurement. Alors, peut-être vous rappeler que ce cycle de webinaires donc, sont proposés par l'agence depuis l'année dernière, qu'ils sont donc, alors ce sont des temps d'information courts d'1 heure, réguliers tous les mois, en général le mardi sauf aujourd'hui, on fait exception, et sur des sujets très ciblés, qu'ils sont enregistrés pour pouvoir être diffusés en replay sur le site de l'agence www.arbre-regionsud.org, que vous voyez à l'écran, je pense. Vous voyez également les prochains, la programmation des webinaires du premier semestre 2022. Donc, le premier avait lieu le 25 janvier, le prochain le 8 mars, sur aménager mon territoire en l'adaptant au changement climatique grâce aux solutions fondées sur la nature. Ça, c'est le prochain. Concernant maintenant, l'agence, quelques mots. L'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, donc c'est une agence publique qui a 40 ans. C'est un syndicat mixte qui réunit la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, les services de l'État, donc l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée-Corse, l'ADEME, et également depuis 2019 des intercommunalités, la communauté d'agglomération Grand Avignon et la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, la mission principale de l'agence, c'est de mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Pour cela, nous sommes 38 agents, tous basés à Marseille. Et pour assurer cette mission, nous intervenons sur 4 champs. Le premier, c'est d'accompagner les collectivités dans leur démarche via du conseil, de la formation, mais aussi des labels sur différents champs d'expertise. C'est d'informer et de former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique grâce à des dispositifs de sensibilisation. C'est d'améliorer et valoriser les connaissances sur l'environnement et sur la biodiversité grâce à 3 observatoires régionaux, l'Observatoire régional de la biodiversité, l'ORB, l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques, l'OREMA, et l'Observatoire de l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'ORED. Et également, animer des réseaux de gestionnaires. Donc, pour cela, 2 réseaux de gestionnaires, le réseau de gestionnaires des milieux aquatiques, le RGMA, et le réseau des gestionnaires des espaces naturels, le REN. Et enfin, 2 programmes de coopération. Life Habitat Calanque et programme Biodivalp. Vous avez toutes ces informations sur le site de l'agence, bien sûr, si vous voulez avoir des précisions sur les différentes missions de l'agence. Alors, le webinaire d'aujourd'hui concerne la présentation d'un guide, technique, opérationnel. C'est un guide qui s'intitule « Les eaux souterraines au cœur de l'urbanisme, un atout pour les territoires », donc qui vous est présenté aujourd'hui par l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques, dont je suis l'animatrice. Juste en 2 mots, l'Observatoire régional, l'OREMA, c'est un observatoire qui a pour principal objectif de favoriser la prise en compte de l'eau et des milieux aquatiques, que ce soit dans les actions, les programmes, mais aussi dans les politiques des pouvoirs publics en région. Et donc, sa mission principale, c'est de traiter, d'analyser, de mettre en perspective ces informations, principalement à destination des élus des collectivités et des agents des collectivités territoriales, des organismes publics, qui ne sont pas forcément des acteurs de l'eau.
Et ainsi, le webinaire d'aujourd'hui va vous présenter un guide paru en 2019 à destination d'abord des agents en charge des politiques de l'urbanisme, notamment. Et c'est un guide qui a été coproduit, co-réalisé par la région, par l'Agence de l'eau, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et par l'ARB. Voilà. Donc, alors, en quelques mots là aussi, c'est un guide qui se veut à la fois pédagogique et didactique. Pédagogique parce qu'il présente, il explique les eaux souterraines et les enjeux qui leur sont associés en région, mais il est aussi didactique parce qu'il va fournir en fait des éléments méthodologiques pour accompagner la prise en compte des eaux souterraines dans les documents d'urbanisme. Alors, on va aller plus loin dans la présentation maintenant, puisqu'elle va vous être faite à deux voix, donc celle de Cécile Pittet, qui est chef de service adjoint au service eau et risques naturels de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Joël Ergaud, chef de projet ressources en eau et changement climatique à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Juste vous préciser une dernière chose avant de commencer la présentation, le guide est téléchargeable sur le site de l'OREMA, donc vous avez les indications juste en dessous. Voilà, Joël, Cécile, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Annie, et bonjour à tous, Joël Ergaud donc de l'Agence de l'eau. On va vous présenter donc ce guide à deux voix avec Cécile. Pourquoi un guide? Pourquoi on a fait un guide sur les eaux souterraines et l'urbanisme? Un petit peu sa structuration, comment on l'a conçu et puis comment l'utiliser, son mode d'emploi. Diapo suivante. Voilà, donc, ah non, pardon, il y a une diapo avant, ça a été un petit peu trop vite. Voilà, pourquoi le guide? Pourquoi le guide? Le contexte, c'est que la région PACA a 5 millions d'habitants, qu'on a aujourd'hui recours principalement aux eaux superficielles pour l'alimentation d'eau potable. À 85%, on utilise les eaux superficielles. Donc, on utilise assez peu les eaux souterraines et pourtant, sous nos pieds, on a un grand nombre de masses d'eau, qu'on appelle donc des masses d'eau, ce sont des nappes, essentiellement karstiques, des aquifères essentiellement karstiques en région PACA, et des nappes alluviales qui accompagnent les cours d'eau, et qui sont aujourd'hui préservées, qui sont globalement en bon état, qui sont assez peu sollicitées d'un point de vue de l'eau potable et des usages, et qui sont globalement invisibles par les acteurs et tout un chacun, que ce soit les habitants ou les acteurs, notamment les acteurs de l'aménagement du territoire. Donc, pardon, ça a changé de diapo, pardon. Et donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est que les eaux souterraines nous rendent d'énormes services, que ce soit pour l'alimentation en eau potable, par exemple, mais aussi elles soutiennent le débit des cours d'eau. Quand il y a de l'eau en été dans les cours d'eau, c'est bien souvent grâce à ces ressources souterraines. Ça permet une certaine fraîcheur. Voilà, ce sont des gros réservoirs qui nous permettent de tamponner les périodes de sécheresse. Donc, elles ont une grande utilité et pourtant, elles sont assez mal connues et surtout très peu prises en compte, et notamment dans la planification et les documents d'urbanisme. Donc, l'idée de ce guide, c'était d'informer les enjeux des eaux souterraines, informer sur les enjeux et sensibiliser les acteurs à ces particularités et à leur utilisation en région PACA. Voilà, alors si on revient un petit peu sur le cadrage à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, on a un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc vous voyez la carte à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, c'est-à-dire un bassin qui part du Léman, qui va jusqu'à la frontière espagnole et à la frontière italienne. Donc sur ce grand territoire, il y a un SDAGE, un schéma directeur qui a été réalisé par le comité de bassin et les agences de l'eau et tous les acteurs du territoire. Et sur la période 2022-2027, donc le SDAGE que nous allons bientôt approuver, qui va rentrer en mise en œuvre, eh bien, le SDAGE demande d'identifier les masses d'eau souterraines à fort enjeu pour l'eau potable et avec la définition des zones de sauvegarde. Donc, on va revenir sur ces éléments, mais bien savoir qu'il y a un cadrage
qui nous demande, comme vous le voyez sur la carte, sur le secteur du sud-est, qui a déjà identifié un certain nombre de masses d'eau sensibles et à préserver pour l'eau potable. Et c'est sur ces masses d'eau que dans le cadre du programme de mesure d'usage, il va falloir qu'on définisse, qu'on caractérise et qu'on définisse des zones de sauvegarde à préserver pour la qualité et pour la quantité. Bonjour, Cécile Pité, donc je reprends la main là pour les quelques diapos suivantes. Donc je travaille à la région Sud et je voulais vous proposer un petit rappel après le SDAGE, donc le document cadre législatif et réglementaire, un petit rappel sur le SRADET. Donc c'est forcément un document que vous connaissez étant donné que vous pilotez l'élaboration de documents d'urbanisme. C'est le schéma des schémas, hein, comme on l'a appelé quand il a été élaboré. Donc, il pose la stratégie, en fait, hein, la stratégie régionale pour l'aménagement du territoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il fixe des objectifs et des règles dans plusieurs domaines. Donc, ce schéma, il a été approuvé par arrêté en octobre 2019 et nous sommes encore, en fait, depuis la fin de l'année dernière, sur un bilan de la mise en œuvre au bout de 2 ans d'exécution. Et donc, on a élaboré des indicateurs hein, dès le départ. Donc, on est en train de regarder un peu quel est l'avancement de la mise en œuvre de ce schéma. Et certaines modifications vont être à venir puisque certaines des lois, et notamment la loi climat et résilience, imposent de nouvelles dispositions, notamment sur l'artificialisation. Donc, nous devons vérifier que le SRADET est en cohérence avec cette nouvelle loi notamment, mais d'autres également. Et s'il ne l'est pas, revoir les dispositions et les règles. Donc, c'est un document prescriptif et un gros travail a été fait par le service eau et risques naturels et l'ensemble de ses partenaires, donc l'Agence de l'eau, l'ADREAL, la RBE et des gestionnaires, pour qu'au moment de la rédaction du document, plusieurs règles soient édictées relatives à l'eau et aux risques naturels. Donc, on a 2 règles sur la thématique ressources en eau qui imposent l'identification des ressources stratégiques et la protection d'aires d'alimentation des captages. Je ne vous présente que les thèmes puisque vous pouvez retrouver tout le détail des règles dans le document qui est bien sûr sur le site de la région. Ensuite, on a 2 règles sur les économies d'eau et le partage de la ressource. Vérifier en amont des projets que la ressource en eau est disponible par rapport à l'ampleur du projet que l'on souhaite mettre en place. Une règle sur la protection du foncier agricole irrigué. Ensuite, on a une règle qui s'attache à la préservation des milieux aquatiques et humides en restaurant les fonctionnalités naturelles de ces milieux. Et enfin, 3 règles pour l'intégration de l'eau et des risques naturels dans les projets d'aménagement. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de réduire la vulnérabilité des territoires au niveau des projets que l'on souhaite mettre en place, se lancer dans la désimperméabilisation partout où cela est possible, et enfin, avoir toujours le prisme de la restauration de la biodiversité dans l'élaboration de ces projets. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va passer dans le cœur du sujet. Ce guide, donc, il est composé de 2 grandes parties. Un livret qui pose le contexte et que je vais vous présenter juste après, et une quinzaine de fiches. Donc, on a appelé des fiches support ou des fiches techniques. Et là encore, c'est sur ces fiches que l'on va s'attarder un petit peu pour que vous compreniez bien comment utiliser le guide. Ce n'est pas un document qui se lit d'un bout à l'autre depuis le livret jusqu'à la fiche 1 jusqu'à la fiche 15. Sinon, ce n'est pas compréhensible et ce n'est pas l'usage pour lequel le guide a été conçu. Ce guide, ces fiches, ce sont des boîtes à outils qui vont vous faciliter en fait la manière d'appréhender et de prendre en compte les eaux souterraines dans le processus d'élaboration de vos documents d'urbanisme et de planification. Alors, le livret, donc, il pose le contexte et les enjeux régionaux. On a une région avec une démographie, on le sait, hein, qui s'accroît, une région qui est extrêmement touristique, mais qui aussi présente des territoires très différents,
On a les territoires littoraux, les territoires de la vallée du Rhône, les massifs alpins, donc avec forcément des enjeux différents. Après le contexte global, nous nous sommes attachés à faire des focus territoriaux pour que chacun, finalement, se retrouve ou retrouve son territoire dans une zone à enjeux communs. Alors, on en a découpé 6. Je ne vais pas vous faire la présentation, là encore, de chacun des territoires. Ce sont des paragraphes qui sont assez rapides à lire. Il y a en gros 2 pages par territoire. Mais pourquoi avoir fait un territoire sur la métropole Aix-Marseille-Provence? Eh bien, parce que sur cette zone-là, on a une démographie importante, une urbanisation extrêmement importante aussi, et c'est un territoire qui est dépendant quasi totalement des eaux de surface. Donc, avec un besoin de diversification de ces ressources en cas de problème sur les eaux superficielles. Ensuite, on a une zone sur toute la frange littorale. Là, on retrouve encore des territoires très urbanisés, très denses démographiquement et avec en plus un afflux touristique l'été. Et des territoires qui, eux, pour le coup, sont plutôt dépendants des ressources souterraines. Mais en prélevant dans les ressources souterraines, quand on est en bord de mer, la grosse problématique, ce sont les intrusions salines. Donc, comment gérer cette problématique et comment prélever au mieux et au plus juste dans les nappes pour ne pas les mettre en déséquilibre. Ensuite, vous avez la zone 3 sur l'axe rhodanien et l'axe durancien, qui sont des territoires plutôt à dominante agricole, et donc qui vont rencontrer des enjeux donc, qualitatifs et quantitatifs. Et puis, la zone des massifs alpins, par exemple, avec forcément une démographie beaucoup moindre, mais des enjeux du coup de pollution diffuse, d'assainissement non collectif, et puis des zones à préserver, étant donné qu'on appelle un peu les massifs le château d'eau de la région. Donc voilà pour ces découpages, ça vous permettra encore une fois de situer votre territoire dans un pool d'enjeux communs avec les territoires avoisinants. Ensuite, on peut passer, voilà. Ensuite, dans ce livret, vous avez 3 cartes d'enjeux. Alors là, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Vous avez une première carte sur les enjeux qualitatifs. Et là, on va retrouver forcément sur les zones à dominante agricole des enjeux de pollution diffuse, mais aussi sur les zones littorales, comme je vous le disais, des enjeux d'intrusion saline. Donc là, c'est pour faire un petit focus. On voit que sur les pollutions industrielles, on est quand même minoritairement concerné, mais sauf pour certains territoires. Ensuite, on a une carte d'enjeux quantitatifs. Et là encore, vous voyez que la frange ouest de la région est la zone la plus concernée par un nécessaire partage de la ressource en eau, avec différents usages, et soit des cours d'eau, soit des eaux souterraines qui sont soit peu productives, soit difficilement mobilisables, donc avec un vrai enjeu de partage de la ressource. Également sur le littoral, là encore, avec l'enjeu des intrusions salines, et des nappes qui ne sont pas toujours d'une grande extension. Et la dernière carte d'enjeu, c'est celle qui localise les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable. Joël en a parlé un petit peu, ces ressources stratégiques, elles sont référencées dans le SDAGE, elles sont au nombre de 29 dans le futur SDAGE 2022-2027. Là, sur cette carte, on vous a spécifié en fait les aquifères karstiques. Ils sont nombreux. Ce sont des aquifères qui sont plus difficiles à connaître et donc sur lesquels on a moins de suivi, moins d'informations, mais pour autant qui ont été identifiés comme stratégiques pour l'alimentation en eau potable et donc devant faire l'objet d'études d'identification dans les années à venir, ou en tout cas dans le temps du dernier cycle de SDAGE 2022-2027. Voilà un petit peu donc la première partie sur le livret. Et ensuite, vous avez donc tout le panel des fiches. Alors, ces fiches, vous avez bien sûr un sommaire, une fiche, la numéro 3, qui repose un petit peu la connaissance générale et le contexte régional sur les eaux souterraines, et à la fin, un glossaire.
Dans ces fiches support, je vais le détailler juste après, vous avez la fiche numéro 2 qui est extrêmement importante, mais pas simple à lire, et c'est pour ça qu'on va faire un petit moment dessus. Et ensuite, sur les fiches techniques ou thématiques, comme on veut, je relaisserai la parole à Joël, puisqu'on vous en présentera quelques-unes qui nous ont semblé, alors pas les 11, mais celles qui nous ont semblé les plus importantes pour vous à aller consulter au moment de l'élaboration de vos documents. Donc, cette fiche numéro 2, elle a été établie spécifiquement pour vous, territoire de SCOT et de PLU ou de PLU intercommunal, de façon à vous aider à prendre en compte les eaux souterraines. En fait, vous verrez, hein, c'est une grande plaquette, et nous, c'est ce qu'on appelle le logigramme. C'est ce qui va vous permettre, en fait, par rapport à tous les éléments quantitatifs ou qualitatifs qui doivent figurer dans vos documents, cette fiche, elle va vous permettre d'aller vous repérer et d'aller trouver l'information dans les fiches thématiques que l'on va vous présenter après. Je m'explique. Là, sur la diapositive que vous voyez, sur la partie de droite, vous avez, on a pris l'exemple d'un PLUI pour lequel vous devez rédiger les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, le plan de zonage et les annexes. Vous le savez mieux que moi, dans chacun de ces documents, vous avez des éléments incontournables à identifier et à faire figurer. Par exemple, sur le rapport de présentation, bon là c'est le cas que ce soit pour un SCOT ou pour un PLU, il vous faut référencer les acteurs du territoire, et donc vous verrez qu'en regard de cette thématique, vous est pointé la fiche 14 qui va vous permettre soit d'aller chercher l'information sur quels sont les acteurs du territoire qui vous concernent, soit carrément et aussi de vous donner les grands acteurs, je dirais régionaux, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ensuite, vous allez avoir besoin de données chiffrées. Donc là encore, en regard de cet élément-là, on vous renvoie vers la fiche numéro 13, qui elle aussi vous guide vers soit des sites internet, soit des documents de référence pour les données qui sont disponibles. Et puis, dès le rapport de présentation, il vous faut regarder l'adéquation entre les besoins liés à votre projet d'aménagement et les ressources de votre territoire. Et là, c'est la fiche numéro 4 qui va vous expliquer comment faire ce bilan besoins-ressources. Pour les documents un peu centraux, je dirais, des SCOT ou des PLU, que sont les OAP et le D2O, là encore, une obligation d'identification des zones de sauvegarde. Donc là, il vous faudra aller voir la fiche 6. C'est ce on va vous la présenter tout à l'heure. Les aires d'alimentation de captage, il faut que vous définissiez des prescriptions éventuelles particulières à mettre sur ces zones. Et là, c'est la fiche numéro 8 qui pourra vous l'expliquer. Et enfin, vous devez, mais là encore, vous le savez mieux que moi, hein, calculer un coefficient de désimperméabilisation par rapport à vos projets. Et donc là, c'est la fiche numéro 11 qui sera votre guide. Donc voilà, je vous invite à regarder attentivement cette première fiche avant de vous lancer peut-être dans les fiches thématiques pour surtout ne pas rater, je dirais, une fiche importante par rapport à une donnée qu'il vous faudra impérativement faire figurer dans vos documents. Voilà pour cette fiche numéro 2. Et ensuite, je vous montre, avant de passer la parole à Joël, je vous montre donc l'ensemble du sommaire des fiches. Donc, vous avez une partie qu'on a appelée les fiches thématiques ou techniques. Je vous en parlais hein, sur l'adéquation besoins-ressources, comment mener une étude hydrogéologique et pourquoi, qu'est-ce qu'une ressource stratégique, la problématique des forages domestiques. Vous avez une fiche sur les captages d'eau potable et sur l'assainissement, mais aussi sur la géothermie, ses effets bénéfiques et ses risques, et sur la désimperméabilisation également. Et enfin, les 3 dernières sont plutôt des fiches ressources. Je vous en ai parlé aussi. Elles vont vous permettre de vous familiariser avec la réglementation en vigueur,
Alors, le guide, il est paru en 2019 et donc on a commencé à travailler dessus en 2017. Donc, malheureusement, il y a pu y avoir des évolutions, mais vous avez quand même les grandes lignes ou les lignes majeures sur la réglementation. Et puis ensuite, donc une fiche sur où trouver les données sur les eaux souterraines et une fiche sur le panorama des acteurs de l'eau en région. Donc, c'est sur ces quelques fiches-là que nous allons nous attarder juste maintenant. Voilà, Joël. Alors, si on rentre effectivement dans le détail de certaines fiches, pour vous présenter un petit peu les types de contenus, si on regarde par exemple la fiche numéro 4, les eaux souterraines, est-ce une réponse pour les nouveaux besoins en eau? Voilà, chaque territoire peut se dire qu'à un moment, compte tenu de l'évolution qu'il constate sur son territoire, il peut se dire qu'il y a des besoins supplémentaires en eau. Et donc, on a aussi le changement climatique, on constate aussi une certaine baisse de la disponibilité des eaux superficielles, avec parfois, ça crée aussi des tensions sur le territoire. Donc, la fiche a pour objectif de bien faire comprendre que pour trouver une réponse à la question est-ce que les eaux souterraines sont une réponse? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Il y a à faire un bilan besoin, ressources en amont de tout projet. Et donc, cette fiche, elle propose une méthodologie pour établir ce bilan. L'idée, c'est de dire, voilà, on analyse déjà les ressources en eau de notre territoire, en qualité, en quantité. Est-ce que ces ressources aujourd'hui ne sont-elles pas déjà déficitaires? C'est-à-dire qu'est-ce que l'ensemble des prélèvements n'est pas déjà supérieur à la capacité que ces ressources ont de se renouveler? Donc, est-ce que ce sont des ressources stratégiques? Est-ce que sur ces ressources stratégiques, donc qu'on a vu qui étaient identifiées par le SDAGE, est-ce que les zones de sauvegarde ont été identifiées? Voilà, on se pose un certain nombre de questions et dans la fiche, on a les liens pour savoir où trouver ces éléments-là, pour pouvoir constituer le bilan besoins-ressources. Et donc, sur ce bilan, ensuite, il faut déterminer quels sont les besoins en eau réels du territoire. Voilà. En anticipant, bien évidemment, toutes les évolutions, que ce soit le changement climatique ou la démographie ou tout facteur qui permettent à un moment de faire évoluer le territoire. Donc, quels sont les besoins réels en eau d'économie, les besoins réels en eau et surtout, on cherche d'abord à savoir quels sont les postes d'économie d'eau. Voilà, avant de pouvoir avoir recours à une nouvelle ressource, la question aujourd'hui, dans un monde fini de ressources tel qu'on l'a maintenant, c'est de se dire, puisque je vais avoir un certain volume d'eau à ma disposition, il faut déjà que je commence par faire des économies pour commencer à dégager des marges que je pourrais ensuite utiliser sans augmenter finalement mes prélèvements. Et puis, si vraiment je m'aperçois que ça ne suffit pas, eh bien, je me pose des questions de comment satisfaire mes besoins et est-ce que j'ai la possibilité de satisfaire ces besoins? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une ressource quelque part qui pourrait satisfaire ces besoins une fois que j'ai commencé à faire tous les postes d'économie d'eau, c'est-à-dire regarder mes rendements de réseau, travailler sur de la réutilisation, voilà. Donc, il faut juste savoir que sur notre région PACA et sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée, mais particulièrement sur la région PACA, on a des plans de gestion de la ressource en eau sur les territoires qui ont été identifiés comme déficitaires. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans la fiche et que vous retrouvez les liens pour trouver ces éléments-là. Donc sur la région PACA, on a déjà aujourd'hui 19 PGRE qui ont été validés et dans lesquels sont identifiés la disponibilité de la ressource, le déficit, les économies d'eau qu'il faut réaliser et les efforts qu'il va falloir fournir pour rétablir l'équilibre quantitatif sur ces territoires. Donc cette fiche, elle est vraiment très importante pour se poser au départ du projet. C'est je vais avoir des besoins dans mon projet, est-ce que je peux satisfaire ces besoins localement? Si je peux les satisfaire, est-ce que je ne peux pas commencer par faire des économies d'eau, trouver des marges? Et puis ensuite, si je n'arrive pas à satisfaire ces besoins, comment ensuite je travaille sur l'ensemble du territoire, les territoires d'à côté, les ressources disponibles par ailleurs pour essayer de satisfaire mes besoins. Voilà, c'était l'objet de la fiche numéro 4. Alors, la fiche numéro 6, c'est la fiche sur les ressources stratégiques. On a un petit peu parlé de ces ressources stratégiques.
qui ont été identifiés par le SDAGE. L'enjeu des projets d'aménagement, c'est répondre aux besoins en eau potable tout en préservant les ressources du territoire. Donc, répondre aux besoins globalement, et notamment les besoins en eau potable, mais en protégeant la ressource. Donc, chaque projet d'aménagement et chaque document d'urbanisme doit satisfaire cet objectif. Donc, dans la fiche en question, ce qu'on propose, c'est qu'on redéfinisse ce que c'est que ces ressources stratégiques. On les a vues sur la carte du SDAGE. Donc, c'est un certain nombre de masses d'eau en PACA. Il faut savoir qu'il faut caractériser ces ressources pour savoir si elles sont stratégiques pour l'eau potable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir garder et préserver ces grandes nappes, ces grands aquifères pour les générations futures, pour l'usage d'aujourd'hui et pour les générations futures. Donc, c'est bien l'objectif de ces ressources qu'on appelle stratégiques. Et dans ces ressources stratégiques, il faudra définir des zones de sauvegarde, c'est-à-dire des endroits qui aujourd'hui sont soit exploités déjà avec des captages, soit qu'on pourra exploiter dans le futur, des zones d'implantation privilégiées pour le futur. Bien évidemment, une fois qu'on a défini ces zones de sauvegarde, il faudra les préserver. Et il faut les intégrer dans les documents d'urbanisme et de planification, puisqu'on voit bien que ce sont ces documents-là qui vont permettre de protéger durablement et à l'avenir ces fameux secteurs à sauvegarder et à préserver pour l'avenir. Donc, on voit que, vous pourrez voir que dans cette fiche numéro 6, on a un certain nombre de préconisations qui ont été faites. Donc, on a des exemples, hein, on a déjà des études de ressources stratégiques qui ont été faites. On a déjà quelques ressources et quelques préconisations de ces études de ressources stratégiques qui ont été intégrées dans des documents d'urbanisme, par exemple, dans le dos du SCOT de la Provence verte, hein, on donne un certain nombre d'exemples de la façon dont ces zones de sauvegarde ont été intégrées. L'idée, c'est de les préserver en qualité et en quantité. Ça veut dire qu'on se pose la question de l'assainissement non collectif sur ces zones de sauvegarde. Est-ce qu'on, il faut qu'on on ne devrait plus permettre d'avoir des assainissements non collectifs, parce que l'assainissement non collectif, on fait percoler les rejets à travers un massif filtrant, et ça s'infiltre ensuite et ça percole dans les eaux souterraines. Donc, ça veut dire qu'il y a des prescriptions, des préconisations à intégrer. Ce n'est pas une interdiction, bien évidemment, de tout urbanisme, ce n'est pas du tout ça, mais l'idée, c'est de ne pas autoriser les utilisations et occupations du sol qui pourraient avoir un impact en qualité ou en quantité. Voilà. Et puis, dans la fiche, on a des exemples d'outils de préservation des zones de sauvegarde. Donc, on a différents types d'outils, hein, qui va de la maîtrise foncière, bien sûr, mais qui peuvent aussi aller sur des incitations économiques de type MAEC, voilà, des outils d'aide pour la structuration de filières économiques. Derrière, il y a un ensemble d'outils qui dépassent largement le document d'urbanisme, hein, qui fait partie des actions d'aménagement du territoire. Voilà, de façon à décliner totalement et complètement la préservation de ces ressources, où on voit qu'il faut qu'on puisse sauvegarder et préserver ces ressources pour le futur. Et c'est bien du ressort du document d'urbanisme. Juste savoir qu'il y a un guide technique du SDAGE qui est sorti l'année dernière, en 2021, qui s'appelle « Identifier et préserver les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable » et qui vous donne toutes les clés pour caractériser, identifier, définir toutes ces zones de sauvegarde, y compris avec des exemples de prescriptions à intégrer dans les documents d'urbanisme. Alors, par exemple, sur la fiche numéro 8, on en arrive à des sujets très précis et comment dire, très techniques. Hein. Pourquoi et comment on protège un captage d'eau potable? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. La protection des captages d'eau potable, hein, ça dépend de la santé publique et bien évidemment, il faut partir sur des actions plutôt préventives que curatives. Quand on sait qu'une ressource souterraine, quand elle est dégradée, c'est très compliqué et très difficile pour récupérer un bon état. Les temps de renouvellement sont très longs, donc il vaut mieux éviter le plus possible de dégrader les eaux souterraines parce que c'est compliqué et très long de pouvoir les restaurer. Donc la fiche, elle propose de travailler sur pourquoi on protège les captages et puis avec les 3 périmètres, hein, c'est des rappels de la réglementation, hein, les périmètres immédiats, les périmètres de protection rapprochés et les périmètres de protection éloignés.
comment on intègre ces zonages dans les documents d'urbanisme, avec des exemples qui sont donnés dans cette fiche. Et puis, qu'est-ce que la démarche captage prioritaire? Alors là, la démarche captage prioritaire, dans le SDAGE encore, ont été identifiés un certain nombre de captages existants. Il y a une liste de captages qui sont des captages qui sont déjà pollués par un certain nombre de substances. Donc, ils sont déjà dégradés d'un point de vue de leur qualité, qui peuvent compromettre, y compris complètement l'usage eau potable de ce captage. Et certaines collectivités ont été amenées à fermer certains captages pour cause de pollution. Donc, dans ces captages prioritaires, il y en a certains qu'on peut restaurer, il y en a d'autres, ce sera très long, comme on vient de le dire. Et dans les documents d'urbanisme, il faut bien évidemment faire figurer ces captages prioritaires avec toutes les dispositions qui vont avec, puisque quand on a un captage prioritaire, il y a un plan de restauration de ce captage qui est mis en place, qui est mis en œuvre. Et donc, dans les SCOT et les PLU, il faut pouvoir reprendre ces périmètres et les aires d'alimentation de captage pour ces captages prioritaires. Et puis, voilà, après, dans la fiche, on a plein d'autres outils pour réduire les pollutions diffuses. Et puis, voilà, comment on peut protéger les captages d'eau potable et, en fait, les aires d'alimentation de captage qui sont autour de ces captages d'eau potable. Comment on peut aider, en fait, au-delà des 3 périmètres réglementaires, à faire en sorte que dans la durée, nos captages d'eau potable puissent être protégés. Aujourd'hui, il y a 67% des captages d'eau potable qui sont protégés sur les 3 périmètres, à peu près. Donc, c'est très bien, il nous en reste encore pas mal à faire. Et à l'intérieur de ces captages d'eau potable, n'oubliez pas qu'il y a certains captages qui sont des captages dits prioritaires, qui ont déjà des qualités qui sont dégradées, sur lesquelles il faut qu'on insiste et qu'on mette en œuvre tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour restaurer la qualité de ces captages. Alors, la fiche numéro 7, c'est une fiche sur les forages domestiques. Forage domestique, qu'on appelle aussi forage individuel, forage privé. Donc, les forages domestiques, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. C'est la multiplication en fait de ces forages domestiques qui peut être un problème. Parce qu'elles sont réalisées par des particuliers. Chacun réalise son forage un peu dans son coin. Il est soumis à déclaration. On peut rappeler qu'il est quand même soumis à déclaration pour plus de 1000 m3. Il y a beaucoup de forages qui ne sont pas déclarés. Et donc, on a beaucoup de mal à connaître exactement le nombre de forages domestiques qu'on a dans notre région. Et pour autant, sur certains secteurs, où par exemple, on a des PGRE, dont on a parlé tout à l'heure, les plans de gestion de la ressource, tout le monde fait des efforts, tout le monde se limite. Et pour autant, il reste tout un volume de captage qui aujourd'hui échappe un petit peu à notre connaissance et donc qui peuvent causer des problèmes en quantité, par le nombre de prélèvements que ça représente, mais aussi en qualité. Le fait qu'un captage domestique, un forage domestique soit mal réalisé peut mettre en communication une eau de surface avec une eau souterraine. Et donc amener des pollutions de la surface à l'intérieur d'eau souterraine qui, aujourd'hui, sans ce forage, serait un gain de pollution. Voilà, donc la fiche, elle rappelle les impacts, ce que je viens de vous dire, de ces forages domestiques, et puis quels sont les outils que l'on a aujourd'hui et qu'il faut qu'on rappelle. Il faut qu'on rappelle de façon incessante l'obligation de déclarer, les travaux qui sont à faire dans les règles de l'art et comment on fait les travaux, et surtout bien pouvoir communiquer sur les ressources déficitaires. Et dans les documents d'urbanisme, dans les rapports de présentation, il faut penser à parler de ces secteurs déficitaires qui sont visés par le SDAGE. Parce que sur ces secteurs-là, ça devient vraiment très compliqué si tout le monde se met à prélever. Même si c'est un petit prélèvement individuel, finalement, les petits ruisseaux font finalement les grandes rivières. Voilà, donc on a un certain nombre de documents et d'exemples dans la fiche qui sont déclinés, notamment dans les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui incitent à limiter l'implantation de nouveaux forages. Voilà, le sujet est assez compliqué, il est finalement mal encadré réglementairement, mais c'est quand même un grand sujet, c'est un sujet assez important, qui est typiquement un sujet eau souterraine et urbanisme. La fiche numéro 9,
c'est la fiche sur les schémas directeurs d'assainissement, sur l'assainissement en fait, et les eaux souterraines. Le grand objectif, c'est de limiter les sources de pollution qui vont dans les eaux souterraines. Donc, l'idée, c'est de préserver les milieux récepteurs qui reçoivent et les eaux usées et les eaux pluviales. Donc là, on sait qu'on a des rejets d'eau usée qui vont soit dans les cours d'eau ou qui vont s'infiltrer dans des milieux récepteurs, et y compris, pareil pour les eaux pluviales. Or, les eaux pluviales contiennent un certain nombre de polluants, elles ruissellent sur des surfaces et elles collectent au fur et à mesure un certain nombre de toxiques. Et puis, dans les eaux usées, bien évidemment, l'ensemble des pollutions ne sont pas abattues par les stations d'épuration. Donc, tout ça, ça arrive dans des milieux récepteurs qui sont les eaux souterraines. Et donc, elles font un certain travail, ces eaux souterraines, puisqu'elles ont une capacité d'absorption, de dilution, voire de traitement, voire d'assimilation. Mais ça dépend du volume, de ce réservoir, ça dépend de sa vulnérabilité, bien évidemment, et du type de pollution qui est rejetée. Donc, l'idée, c'est vraiment de le limiter le plus possible, de cet impact sur les milieux souterrains. Donc, voir dans la commune, à l'amont de tout projet déjà, ou de tout document d'urbanisme, de voir s'il y a un schéma directeur d'assainissement dans la commune, ou bien dans le PCI. Les schémas directeurs d'assainissement peuvent être aussi faits à l'échelle des EPCI, qui identifient les facteurs de pollution, les diagnostics, planifient évidemment toutes les actions de protection des milieux. Il faut bien penser au zonage d'assainissement collectif, non collectif, qui peut permettre, sur des ressources qui sont très vulnérables, de mieux gérer les rejets d'assainissement collectif et non collectif. Bien évidemment, dans les PLU, c'est là qu'on a la possibilité d'avoir des règles et qu'on a les annexes sanitaires qui nous permettent de rappeler les exigences légales et puis bien évidemment de proposer des solutions ou des secteurs ou des zonages ou des prescriptions pour préserver les ressources par le zonage, voilà, par le zonage d'assainissement. Et en fait, on voulait enfin vous parler de la fiche numéro 11, qui est la désimperméabilisation des sols. Là, c'est un sujet, je dirais pas nouveau, parce qu'il est de moins en moins nouveau, mais enfin, il est quand même relativement récent. On connaît bien, il recouvre vraiment deux grands enjeux qui sont la lutte contre l'imperméabilisation, c'est-à-dire faire en sorte que dans les documents d'urbanisme, on ne puisse pas avoir d'urbanisation nouvelle. Mais cette fiche, elle recouvre aussi un deuxième aspect qui est la désimperméabilisation des surfaces actuellement imperméabilisées. Voilà. Et donc, c'était un enjeu qu'on voulait porter à votre connaissance sur les eaux souterraines, parce que toute surface imperméabilisée, ça empêche évidemment l'eau de ruissellement, la pluie et toutes les eaux qui sont réceptionnées sur le sol. L'imperméabilisation empêche les eaux souterraines de recevoir ces eaux et donc de se recharger normalement. Et donc, quand un secteur est très imperméabilisé, les eaux ruissellent. Elles arrivent à leurs exutoires, elles sont collectées par les réseaux, puis elles finissent dans les cours d'eau ou les endroits, généralement effectivement les cours d'eau. Et ça échappe, en fait, toute une partie de ces eaux échappe à l'infiltration dans les eaux souterraines et donc ne participe pas à la recharge de ces aquifères. Alors, désimperméabiliser ou lutter contre l'imperméabilisation, c'est effectivement un des enjeux qualitatifs et quantitatifs que nous avons aujourd'hui à résoudre dans les documents d'urbanisme. Donc, dans cette fiche, ce qu'on peut y trouver, dans la fiche numéro 11, c'est notre contexte, où on en est de l'artificialisation de notre territoire, avec les risques dont on vient de parler, les risques de ruissellement, mais aussi qui génèrent in fine des risques d'inondation et puis des risques de pollution. On a à l'esprit à chaque grosse pluie, à chaque grosse pluie de fin d'été par exemple, où les sols sont encore chargés de polluants et qu'une grosse pluie arrive, et tous ces toxiques et ces rejets polluants arrivent dans les cours d'eau et on a des mortalités piscicoles qui sont extrêmement importantes. Bien évidemment, les risques accrus de ruissellement et d'inondation, on les a connus et
Alors, on les connaît bien et les événements récents dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes nous le rappellent. Donc, il y a un enjeu extrêmement important à réinfiltrer les eaux dans les nappes, à réinfiltrer les eaux. Donc, les documents, dans cette fiche, vous trouverez tous les documents cadres parce qu'il faut pouvoir s'appuyer sur des documents cadres. C'est pas le tout de dire les solutions fondées sur la nature, c'est super bien, je vais les mettre dans mon document d'urbanisme. Il faut quand même pouvoir rappeler qu'il y a un certain nombre de documents cadres qui l'ont prévu, qui sont des documents réglementaires avec des opposabilités, comme le SDAGE par exemple, qui est dans un rapport de compatibilité avec les documents d'urbanisme, et le SRADET, on l'a rappelé, qui est dans un rapport de mise en œuvre. Les sages, qui peuvent sur certains territoires préciser un certain nombre de règles et de dispositions sur ces sujets et qui peuvent fixer des objectifs de désimperméabilisation. Le SDAGE, par exemple, donne un objectif de désimperméabilisation de 2 hectares pour 1 hectare nouvellement imperméabilisé. Et puis, dans cette fiche, on a des exemples de solutions techniques alternatives, donc on commence à connaître, on commence à voir. Pour limiter l'imperméabilisation, ce sont les noues, les fossés, les jardins de pluie, les parkings enherbés, et toutes ces techniques qui permettent de faire percoler l'eau un peu plus à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des surfaces urbanisées. Voilà, donc là, on est bien sur un double enjeu, la lutte contre la nouvelle imperméabilisation, mais aussi la désimperméabilisation de l'existant. À chaque fois qu'un projet urbain se met en œuvre, il faut se poser la question, est-ce qu'on est dans de la restauration ou est-ce qu'on est dans une création nouvelle? Et donc, cette fiche vous permet d'avoir tous les éléments de contexte et tous les outils pour pouvoir mieux viser cet objectif de lutte contre l'imperméabilisation et la désimperméabilisation. Voilà, il y a un appel à projet qui est porté par la région, qui est en préparation, qui s'appelle « Restaurer le cycle naturel en milieu urbain pour une ville résiliente et perméable ». Donc voilà, je vous invite à être attentif à la sortie de cet appel à projet, parce qu'on a absolument besoin d'aider, d'avoir des coups de pouce sur ces nouveaux projets, ces nouvelles façons d'aménager l'espace, je dirais de ménager l'espace, comme on dit, de façon à ce qu'on ait demain des eaux souterraines, qu'on puisse garder nos eaux souterraines qui sont en bon état, qu'on puisse les garder en bon état et qu'on arrive à limiter le plus possible la dégradation de ces masses d'eau qui sont extrêmement importantes pour notre futur. Eh bien, merci Cécile et merci Joël pour ces explications détaillées, développées et je crois assez claires. Il nous reste encore il nous reste une bonne dizaine de minutes s'il y a des questions chez les participants. Je vois que, alors je regarde dans le fil de discussion. Alors, sur les captages, oui, on a une question. Comment, s'il vous plaît, connaît-on ces captages prioritaires? Et un peu plus bas, il est précisé sur sa commune. Est-ce que c'est la DAS? Est-ce que c'est la police de l'eau? Alors, pour les captages prioritaires, en fait, la liste des captages prioritaires est dans le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux. Donc, en téléchargeant le guide, on vous a donné le lien vers le guide, mais ou en allant directement, même sur le site de l'OREMA, vous aurez le lien vers le SDAGE, ce schéma directeur, ou bien en tapant tout simplement SDAGE dans une barre de recherche, vous le trouverez également. Et vous verrez dans ce SDAGE qu'il y a la liste sur tout le bassin des captages prioritaires. Donc, pour notre région, on doit avoir 24 captages prioritaires. Et donc, vous aurez la liste et les communes qui sont concernées par ces captages et l'état d'avancement des plans d'action sur les captages. Alors après, au niveau des services instructeurs, il faut vous rapprocher effectivement des DDTM ou des DDT, des DDTM ou de l'ARS, sans problème, qui pourront vous donner tous les éléments pour intégrer ces éléments dans, je suppose, dans des documents d'urbanisme. D'accord, merci. Cécile vient de préciser le lien pour aller sur les informations sur les captages prioritaires. Merci.
Alors, on n'a pas beaucoup de questions, mais on en a une, mais la personne, je crois, a quitté la présentation. Dans la vallée de la Roya, nous ne sommes pas sur vos cartes. Et nous avons une demande d'études et de suivi pour la suite de travaux faits en 1980. Alors, il s'agit de la protection du village des eaux souterraines ayant provoqué un glissement d'une partie du village. À qui devons-nous nous adresser? Le BRGM? Voilà. Bon, la personne nous a quittés, mais... Oui, on lui fera une réponse par mail et peut-être même que je demanderai des précisions, mais c'est vrai que dans ces cas-là, de toute façon, il faut que la commune mène une étude hydrogéologique. Donc, a priori, n'ayant pas les ressources en interne, hein, passe un marché, une prestation de service. Le BRGM peut tout à fait y répondre, mais enfin, voilà, ce ne sont pas les seuls prestataires possibles. Après, une demande de conseil peut aussi être faite auprès du BRGM, mais dans un cas comme ça, s'il y a vraiment un glissement important d'une partie en surface, je pense qu'il il faut effectivement investiguer de façon complète et mener une vraie étude. Oui, effectivement. Merci Cécile. Alors, je ne vois plus de questions. Si. Alors, nous avons quelques travaux, là, je ne sais pas si ça, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Alors, c'est une question. Les réserves collinaires sur la neige de culture ont-elles un rôle à jouer dans ce cadre des eaux souterraines? Oui. La neige de culture. Alors, oui, mais il existe une vraie problématique, hein, on va dire. On a une région, comme je vous le disais tout à l'heure, avec 2 départements très alpins, dans lesquels des réserves collinaires apparaissent. Alors, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans le cadre des eaux souterraines? Faire une réserve collinaire, c'est une façon de stocker l'eau à un moment de l'année, en hiver, pour éviter justement des prélèvements sur les périodes les plus tendues. Donc, sur le principe, l'idée est bonne. Après, il y a 2 choses. Il y a faire des réserves collinaires, est-ce utile partout et quels sont les impacts? Et il y a la production de neige de culture qui utilise de l'eau pour la produire, donc où la prendre. Alors, est-ce que ça a un impact sur les eaux souterraines? En fait, je ne saisis pas bien précisément la question. Ont-elles un rôle à jouer dans ce cas? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en tenir compte, j'imagine, peut-être dans le référencement au niveau de l'élaboration du document d'urbanisme? Il est toujours bon de savoir quels sont les volumes d'eau disponibles via ces réserves collinaires lorsqu'on a un projet d'aménagement. Ça, c'est une évidence. De toute façon, ces réserves collinaires, généralement, leur lien avec les eaux souterraines est extrêmement faible parce qu'elles sont étanches, hein, bien évidemment, forcément, puisqu'elles sont là pour stocker de l'eau. Donc, elles n'ont pas de lien direct avec le sous-sol et elles stockent de l'eau, généralement de l'eau de surface. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça stocke de l'eau de surface. Donc, à un moment, ça veut dire que c'est de l'eau qui n'ira pas forcément dans les eaux souterraines. Maintenant, elle stocke temporairement. C'est-à-dire qu'elle stocke, ensuite on réutilise cette eau, surtout pour faire de la neige de culture, donc éventuellement on l'amène ailleurs, et ensuite elle se réinfiltre dans le sol. Voilà. Donc, le lien, il est le déstockage un peu temporel hein, que représente la retenue collinaire. Disons que ce n'est pas toujours à l'échelle. Ça peut avoir un impact local fort sur les eaux de surface parce que ça intercepte des eaux de surface qu'on ne retrouvera pas dans les cours d'eau. Donc ça, quand les cours d'eau ont des faibles débits, c'est effectivement assez important quand même. Ça peut être important comme impact. Pour les eaux souterraines, voilà, ça intercepte à un moment et c'est un déstockage temporel en fait de cette ressource. Voilà, c'est toujours un aménagement et c'est jamais à risque zéro et c'est jamais à impact zéro.
Merci. Alors, est-ce que ce genre de guide, est-ce que ce genre de guide existe dans d'autres régions que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Eh bien non. Eh bien non. En tout cas, eau souterraine et urbanisme, il existe de nombreux guides qui sont des guides sur l'eau et l'urbanisme. Eau et urbanisme, ça existe. Inondation et urbanisme aussi. Il y a un guide de bassin qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais eau souterraine et urbanisme, non, ce n'est pas un guide, à ma connaissance, qui existe en tout cas sur le territoire du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, en tout cas. Par ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a eu ailleurs dans d'autres agences de l'eau, mais pour le coup, nous, on a été assez précurseurs sur ce guide. Oui, merci. Joël, je remonte un petit peu. Il y a une question de quelqu'un qui souhaite identifier une interlocutrice de l'agence pour le 06. Écoutez, je vous propose de me contacter par mail et je pourrai vous répondre. Je vous propose une slide avec nos adresses mail si vous souhaitez continuer à échanger avec les intervenantes ou avec moi-même sur tous ces sujets. Voilà, je pense avoir répondu à cette question, au moins pour l'instant. Un autre message, je regarde le temps. Oui, on a encore un peu de temps. Alors, quel est le message? Non, apparemment non, c'était un merci. Donc voilà. Nous avons encore un peu de temps. Je pense il y a un éclairage assez conséquent sur ce guide. Pas de guide en Languedoc-Roussillon. Oui, d'accord. Effectivement. Donc, on attend encore un petit peu pour clore le sujet, en tout cas aujourd'hui. Je vous redis à nouveau que le guide est téléchargeable sur le site de l'OREMA, mais nous en avons encore un certain nombre d'exemplaires ici à l'agence. Donc, si vous souhaitez qu'on vous en envoie, n'hésitez pas à m'interpeller, Annie Lisena, hein. Vous avez mon adresse mail et on se fera un plaisir de vous envoyer un exemplaire. Et puis, pour toute autre question sur le sujet ou même au-delà du sujet lié à ce genre d'ouvrage, voilà, vous pouvez contacter aussi bien Cécile Pité à la région que Joël Hervaux à l'agence de l'eau. Voilà, elles seront toujours aussi claires que ce qu'elles n'ont été aujourd'hui. Voilà. Le 8 mars? Non, c'est pas ça. Non. Donc, pour vous rappeler que le prochain webinaire de l'ARB, ce sera le 8 mars sur aménager le territoire en zone urbaine sur la base des solutions fondées sur la nature. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Ce sera une autre personne de l'agence, Nicolas Lespierre, qui va animer ce webinaire. Ah, voilà, d'accord. Voilà, je vois qu'on a des demandes d'exemplaires, donc on en prend note. De toute façon, on fera un retour par mail s'il y a d'autres questions. Et je pense qu'on va clore le webinaire. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et d'avoir été intéressé par la présentation. Encore une fois, merci Joël, merci Cécile. Merci à tous. Merci beaucoup à vous tout le monde et puis passez une bonne journée. Voilà, merci également. N'hésitez pas à nous contacter si besoin ou si une question vous venez a posteriori. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.